Oui, bonjour à tous. Donc, Jérôme Bécavin de la DREAL. Donc, merci. Je pense que on va être rejoint encore par d'autres participants puisqu'on a eu plus de 350 inscrits. Donc, ce qui montre l'intérêt que vous avez là sur donc cette nouvelle réglementation du secteur de la construction qu'on appelle RO20. Donc, il y a une nouvelle réglementation thermique et environnementale pour la construction neuve en France, qui répond à trois enjeux majeurs. Comme vous le savez, hein, la première, c'est un objectif de sobriété énergétique. Le deuxième, c'est un objectif de diminution de notre impact carbone, y compris au niveau des sources d'énergie employées. Et le troisième, c'est un objectif de garantie de confort en cas de forte chaleur, ce qu'on appelle le confort d'été. Donc, trois objectifs dont on comprend bien l'urgence aujourd'hui, hein, me semble-t-il. Et donc, on n'a pas le choix vraiment d'être très, très actif pour l'application de ces mesures. On l'a sur le neuf et on a la même chose sur la rénovation, d'ailleurs, énergétique, hein, que ce soit sur le parc de logement ou le parc tertiaire. On a Ça a des... commencé? Ah oui. Ça a commencé, oui. Donc, la réglementation RE 2020 là, est rentrée en application depuis le 1er janvier pour les bâtiments à usage d'habitation. Ce qui nous permet d'avoir un premier retour d'expérience hein, de quelques mois. Elle entrera en application à partir du 1er juillet hein, pour les bâtiments de bureaux et d'enseignement primaire et secondaire, et ensuite pour tous les bâtiments à compter de l'année prochaine. Donc, c'est pour l'ADREA le premier webinaire qu'on organise au niveau régional pour ce qui concerne les services déconcentrés de l'État. Donc, premier webinaire consacré à RE2020 depuis l'entrée en vigueur là, le 1er janvier. Alors, l'ADREAL, vous savez que c'est l'État en région. On porte les politiques de construction et donc on est en ligne directe avec le ministère, notamment la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, la DHUP, sous direction QC, là, qui porte et qui pour le domaine de la construction. On anime aussi un autre tour, il faut le savoir, donc le réseau des DDT, Direction départementale des territoires, dans lesquels vous trouverez des interlocuteurs qui sont formés pour vous accompagner. En partie connectés, il y a un certain nombre de participants de DDT aujourd'hui. Ils vont d'ailleurs, dans un second temps, aussi devoir exercer une mission de contrôle du règlement de construction, la mission de CRC. Une double, on va dire, double légitimité, notamment les collectivités et l'ensemble des acteurs là, pour l'application de cette RE 2020. Donc, on a souhaité mettre en place un webinaire assez court, d'une heure 30, donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur l'introduction. On va revenir sur les fondamentaux de la RE 2020, mais sans rentrer dans le détail d'une réglementation qui est très fournie, très technique. Et on va surtout faire aussi le point sur des premiers retours d'expérience. Retour d'expérience qu'on a plutôt en phase étude, il faut le reconnaître, hein, puisque on est plutôt depuis le 1er janvier là, dans une phase de dépôt de PC. Donc, on est plutôt sur des opérations en phase étude en application de la RE 2020, mais malgré tout, on a pu constater qu'on a eu une cinquantaine d'attestations d'actes qui ont été téléchargées à partir du générateur d'attestation sur le site RT. Donc, ça veut, les attestations d'actes, hein, c'est les attestations fin d'achèvement de travaux. Et donc, voilà, ce qui nous laisse espérer d'avoir des retours d'expérience plus complets dans les prochains mois. Donc, 350 personnes inscrites, principalement en provenance des collectivités, là, ce qui est bien parce que c'est effectivement des acteurs, la maîtrise d'ouvrage et puis aussi de l'instruction des permis de construire là, qu'on souhaitait sensibiliser et puis fournir ces premiers retours d'expérience. Donc, merci à tous encore de votre participation. Je vais laisser la parole maintenant donc, à VAD puis au CRMA avec lesquels on a construit ce webinaire.
Oui, merci beaucoup. Donc, je me présente Claire Villazzi, je suis chargée de mission au sein de Ville et Aménagement Durable. Ville et Aménagement Durable qui mobilise et anime un réseau de plus de 2000 professionnels en Auvergne-Rhône-Alpes pour faire évoluer les standards et innover collectivement autour des enjeux de bâtiments et d'aménagement durable. Notre rôle est vraiment de penser les territoires de demain en s'appuyant sur des retours d'expérience, sur du débat, de la formation et de l'information. Notre originalité, c'est vraiment de s'appuyer un maximum sur nos membres dans le cadre d'actions collectives. Et donc, dès 2017, nous avons souhaité mettre en place un groupe de travail pour contribuer à l'expérimentation E+C- qui a préfiguré la RE 2020. Et nous poursuivons aujourd'hui cette animation grâce à une communauté qu'on appelle la communauté RE 2020 et dont le rôle est de partager les retours d'expérience et d'accompagner les acteurs dans cette transition. Donc, on reprendra la parole en fin de webinaire pour vous présenter quelques outils d'accompagnement. Je vais passer la parole assez rapidement, effectivement, au CEREMA pour rentrer dans le vif du sujet. Simplement un petit détail pratique pour le webinaire. Effectivement, c'est un webinaire d'1h30 qui est assez concis, assez descendant, puisque voilà, il y a pas mal de retours d'expérience, mais sachez que ce sera enregistré, que vous aurez accès au support pour aller un peu plus en détail dans les contenus. Encore une fois, n'hésitez pas à vous renommer, nom, prénom, structure. Au niveau des questions, on ne pourra pas forcément les prendre là pendant le webinaire. Néanmoins, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On pourra soit y répondre directement dans le chat, soit on reviendra vers vous une fois qu'on aura traité l'ensemble des questions avec les éléments de réponse. Voilà, je ne serai pas plus longue et je passe la parole au CEREMA pour la présentation de la RE 2020. Bonjour à tous. Donc, je me présente, moi je m'appelle Teddy Conan, donc je travaille au CEREMA Centre-Est à Autun. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le CEREMA, c'est un établissement public qui est sous tutelle du ministère de l'écologie et à ce titre-là, on a accompagné le ministère dans l'élaboration de la réglementation et puis on accompagne aujourd'hui les DREAL et les DDT dans le portage de cette réglementation, d'où ma présence ici. Pour revenir sur un propos introductif très rapidement, puisque Jérôme Bécavin a déjà au niveau climatique, au niveau national et même international. Voilà, avec des déclinaisons dans des lois de programmation, donc la loi énergie-climat, dans des stratégies nationales bas carbone, programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc, ça aboutit sur cette RE 2020. Dont les objectifs, je les redis très rapidement, sont les suivants. D'abord, diminuer l'impact sur le climat des bâtiments neufs, améliorer la performance énergétique et réduire les consommations, construire des logements qui sont adaptés aux conditions climatiques futures, à savoir du coup tout ce qui concerne le confort d'été. Et deux objectifs secondaires, on va dire, qui sont assurer une bonne qualité de l'air à l'intérieur des logements et favoriser les produits issus des renouvelés. Voilà les objectifs officiels de la réglementation. Et donc, la réglementation se découpe dans les trois volets que j'ai cités précédemment. Donc, le volet énergétique, qui est un peu dans la continuité de la RT 2012. Le volet carbone, qui est un nouveau volet, un volet sur le confort d'été, qui est pas mal remanié par rapport à la RT 2012. Voilà, juste pour vous dire que cette réglementation RE 2020, ça fait longtemps que le ministère planche dessus, puisque ça a commencé par une expérimentation déjà en 2016, l'expérimentation moins pour se poursuivre, et donc il y a eu un certain nombre de groupes de concertation, d'expertise, etc., pour avoir une réglementation qui soit à la fois ambitieuse tout en étant soutenable par la filière. Au niveau du calendrier d'application, M. Bécavin l'a dit tout à l'heure, donc elle est applicable depuis le 1er janvier 2022 pour les bâtiments de logement. À compter du 1er juillet 2022, elle sera applicable également pour les bâtiments tertiaires de bureaux et d'enseignement primaire et secondaire. Et à compter de 2023, donc là sur la diapositive, il y a marqué 1er janvier, mais la date n'est pas certaine encore, elle s'appliquera à tous les autres usages et puis certains cas d'exonération qui étaient précisés pour les bureaux et les logements. Voilà. Et puis là, c'est d'ores et déjà affiché sur
Sur le diagramme, il faut savoir que c'est une réglementation avec des seuils qui sont des exigences qui vont se renforcer progressivement à l'horizon 2025, 2028, 2031. Voilà, ça évitera de revenir sur des nouvelles réglementations environnementales. C'est d'ores et déjà prévu que les exigences de résultats vont se renforcer. Donc, je vais balayer les trois volets principaux de la réglementation. Donc, on va commencer par le volet énergétique. Voilà, donc les objectifs de ce volet énergétique, c'est de renforcer significativement la sobriété énergétique des bâtiments. Donc, en gros, on estime que c'est à peu près une diminution sur les besoins énergétiques du bâtiment d'à peu près 30% par rapport à la RT 2012. C'est une estimation parce que comme la réglementation a évolué, les hypothèses de calcul ont évolué, c'est difficile de comparer les résultats RT 2012 et RE 2020. Voilà, c'est privilégier des énergies moins carbonées pour l'alimentation en chauffage, notamment des bâtiments, sortir des énergies fossiles et systématiser le recours à la chaleur renouvelable. Donc, les évolutions par rapport à la RT 2012 sont les suivantes. Donc, en RT 2012, on avait un indicateur qui s'appelait BBio pour besoin bioclimatique, qui en gros consistait à regarder le besoin énergétique du bâtiment pour assurer le chauffage, le refroidissement, l'éclairage. Cet indicateur-là, il a peu évolué dans la RE 2020. La seule différence qu'il y a notable, c'est que les besoins de refroidissement sont systématiquement pris en compte dans le calcul du BBio, y compris si le bâtiment n'est pas climatisé. Ensuite, on avait un indicateur CEP pour consommation en énergie primaire du bâtiment. Donc, de la même manière, cet indicateur il est conservé dans la RE 2020, mais il y a quelques évolutions, notamment sur la prise en compte des énergies renouvelables et sur les postes de consommation qui sont pris en compte. J'y reviendrai après. Voilà. Et enfin, il y a deux nouveaux indicateurs. Donc, un indicateur CEP-NR, donc pour consommation d'énergie primaire non renouvelable. Donc, ça, c'est un indicateur qui prend en compte, qui calcule une sous-partie du CEP, mais uniquement pour la fraction non renouvelable d'énergie. Et puis, un nouvel indicateur aussi, IC Énergie, donc à cheval sur ce volet énergie et sur le volet carbone qu'on verra tout à l'heure. Voilà, donc qui prend en compte les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie du bâtiment lié à la consommation d'énergie primaire. Les évolutions de méthode par rapport à la RT 2012, donc je vous disais dans le CEP, il y avait plusieurs consommations d'énergie qui étaient prises en compte en RT 2012. Il y avait tout ce qui était chauffage, refroidissement, éclairage, production de choses sanitaires et auxiliaires. Voilà, donc dans la RE 2020, il y a des nouveaux usages qui sont pris en compte, donc qui sont listés en bas de la diapositive. C'est tout ce qui concerne le déplacement des occupants à l'intérieur du bâtiment. Donc en gros, c'est tout ce qui va être ascenseur et escalator. Il y a tout ce qui concerne les consommations liées au parking, donc à savoir de l'éclairage, de la ventilation notamment. Et enfin, il y a tout ce qui est éclairage des parties communes en logement collectif qui n'était pas pris en compte en RT 2012. Voilà, dans les autres choses qui changent, il y a eu des modifications du moteur de calcul réglementaire, avec notamment des ajustements des scénarios conventionnels, des fichiers météo, etc. Et puis, autre nouveauté, c'est le changement de la surface de référence. En RT 2012, il y a une nouvelle surface qui avait été introduite, qui était la surface RT, voilà, qui était spécifique à cette réglementation. Par simplification, pour la RE 2020, il a été décidé de faire appel à des surfaces bien connues du Code de l'urbanisme, à savoir la surface habitable pour tout ce qui est résidentiel et la surface utile pour tout ce qui est bâtiment tertiaire. Voilà, donc ça simplifiera un peu les calculs. Donc, pour revenir sur les indicateurs rapidement, donc le besoin bioclimatique, qui existait déjà en RT 2012, voilà. Donc, le but du jeu de cet indicateur, c'est de ne pas regarder les systèmes, de regarder uniquement le bâtiment, son enveloppe, et de réduire au maximum les besoins énergétiques du bâtiment en travaillant sur la sobriété, on va dire. Donc, on va regarder tout ce qui est besoin de chauffage. Donc, en gros, les déperditions énergétiques à travers l'enveloppe du bâtiment, tout ce qui est apport solaire, etc. On va regarder de la même manière les besoins de refroidissement en été, et puis tout ce qui est besoin d'éclairage artificiel. Donc voilà, ça oblige à travailler vraiment sur la performance de l'enveloppe, sur la surface du bâtiment. En gros, c'est tout ce qu'on va appeler la conception bioclimatique.
Voilà. Comme je disais, dans la RE 2020, systématiquement, les besoins de froid seront pris en compte. Ensuite, on a un indicateur CEP, donc, qui est pour consommation d'énergie primaire, qui est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré par an. Voilà, donc il y aura des exemples un peu pour comprendre comment est-ce que c'est calculé, mais du coup, ça porte sur les 5 usages que je citais tout à l'heure de l'RT 2012, donc chauffage, sanitaire, éclairage et auxiliaire de ventilation et de distribution, et les nouveaux usages, donc tout ce qui est éclairage, ventilation de parking, éclairage de commune, ascenseur, escalator. On verra par la suite qu'il y a aussi une interaction avec le calcul du confort d'été, qu'il peut y avoir des pénalisations du résultat du CEP en prenant en compte un forfait de froid si le bâtiment n'est pas climatisé et que le confort d'été s'avère un peu trop juste par rapport à la réglementation. On parle d'énergie primaire, donc il faut juste repréciser qu'est-ce que c'est que l'énergie primaire. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, en gros, l'énergie qui vous est livrée, qui est livrée à l'entrée d'un bâtiment et facturée au consommateur, c'est ce qu'on appelle l'énergie finale. Ça peut être du gaz, ça peut être de l'électricité, ça peut être du fuel, etc. L'énergie primaire, c'est l'énergie qui était nécessaire, qui a été puisée, on va dire, dans le sol pour fabriquer cette énergie finale. Donc, quand il s'agit de gaz, de fuel, etc., on a puisé directement ce gaz ou ce fuel dans le sol et on le livre directement au consommateur. Donc, on a un coefficient de conversion entre l'énergie finale et l'énergie primaire qui est de 1. Par contre, pour l'électricité, on a été chercher du gaz, on a été chercher de l'uranium, etc. On l'a transformé dans une centrale électrique. Et on a eu des pertes du coup entre cette énergie qui a été puisée dans le sol et celle qui est livrée au consommateur. Donc des pertes au niveau de la production dans les centrales thermiques et nucléaires, puisqu'il y a énormément d'énergie. Pour prendre en compte le verdissement en gros du mix électrique français avec de plus en plus d'énergies renouvelables qui sont produites à la fois localement, qui sont produits de manière gratuite sans ressources primaires, etc. Donc pour calculer le CEP, globalement, on va prendre en compte on prend en compte l'énergie qui est importée au sein du bâtiment. Donc, par exemple, si on a de l'électricité, des produits pétroliers, de la biomasse, etc., ou du réseau urbain qui est importé sur le bâtiment, on va les prendre en compte. Donc, je rappelle, ce sont des énergies qui sont à usage, chauffage, refroidissement, ECS, etc. Par contre, toutes les énergies qui sont sur place, donc par exemple du photovoltaïque, n'est pas pris en compte dans le calcul du CEP. Et de la même manière, toutes les énergies qui sont exportées du site ne sont pas prises en compte. Voilà. En R12, on avait une partie des productions de photovoltaïque qui étaient exportées qui pouvaient être déduites du CEP. En R 2020, ce n'est plus le cas. Il y a uniquement ce qui est autoconsommé qui permet juste de se déduire des besoins du bâtiment. Donc, ça favorise l'autoconsommation. On a un indicateur nouveau, donc le CEP-NR, du CEP qui porte uniquement sur les énergies non renouvelables, même unité kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an. Par contre, du coup, ça ne prendra pas en compte tout ce qui est utilisation de biomasse, tout ce qui est recours à un réseau de chaleur dont une fraction est renouvelable, la fraction renouvelable ne sera pas prise en compte, etc. Donc là, il y a quelques exemples. Par exemple, pour du chauffage au bois, là, on a la consommation totale du bâtiment avec une partie non renouvelable et une partie au bois. L'ensemble est bien pris en compte dans le CEP. Par contre, dans le CEP non renouvelable, la partie bois n'est pas prise en compte. On a un autre exemple sur cette slide-là pour un bâtiment qui est raccordé à un réseau de chaleur dont une fraction seulement est renouvelable, donc la fraction qui est en vert. Et dans la consommation totale, bien évidemment, il y a toutes les consommations, dans le CEP également. Par contre, la fraction renouvelable du réseau de chaleur n'est pas prise en compte dans le CEP-NR.
Et un autre exemple avec du photovoltaïque, avec de l'autoconsommation. Donc, dans la consommation totale du bâtiment, bien sûr, le photovoltaïque fait partie de cette consommation. Mais comme ce n'est pas une énergie qui est importée sur le site, elle n'est pas prise en compte dans le CEP, ni dans le CEPNR. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur ces premiers indicateurs. Le dernier indicateur du volet énergie, c'est l'indicateur IC Énergie, donc que je disais à cheval sur le volet énergie et le volet carbone de la réglementation. Donc, qui exprime la quantité de gaz à effet de serre en kilogrammes équivalent CO2 par mètre carré de surface de bâtiment, qui est émise sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, sachant que le cycle de vie du bâtiment est estimé à 50 ans. Donc voilà, pour le calculer, on prend en gros la consommation d'énergie du bâtiment, donc le CEP, qu'on va multiplier par l'impact carbone de chacune des énergies. On a des coefficients qui sont différents selon qu'il s'agit de gaz, d'électricité, etc. Voilà, et ça nous donne l'indicateur IC Énergie. Voilà, juste à titre de comparaison, on a ici l'impact climatique de différentes énergies. On voit qu'il y a une différence assez forte entre, par exemple, la biomasse, tout ce qui est bois. On a en gros un impact qui est multiplié par 3 si on passe sur de l'électricité et encore par 3 sur du gaz naturel. Il y a des bruits qui ont couru qui disaient que, par exemple, le chauffage au gaz serait interdit par la RE 2020. C'est pas tout à fait vrai. Le chauffage au gaz n'est pas interdit, mais effectivement, par le biais de cet indicateur IC Énergie, comme les émissions de gaz à effet de serre liées au gaz sont très importantes, ça va assez rapidement évincer cette solution comme solution de chauffage, en tout cas principale. Donc, sur chacun de ces indicateurs, on a un seuil qui est défini par la réglementation. Cette seuil, elle est définie autour d'une valeur pivot. Donc, par exemple, si je prends l'exemple du BBio, on a une valeur pivot qui est la valeur BBio max moyen. Donc, cette valeur pivot, elle est spécifique pour chaque typologie de bâtiment, chaque usage de bâtiment. Donc, selon qu'on soit en maison individuelle, en habitat collectif, en bâtiment de bureau, etc. Et ensuite, elle va être modulée par un certain nombre de paramètres. Donc, des paramètres géographiques. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, la France est divisée en 8 zones climatiques dans la RE 2020. Voilà, il va y avoir une modulation sur laquelle se situe le bâtiment, en fonction de l'altitude également. Et il y a une modulation liée à la surface de comble, une modulation sur la surface moyenne du bâtiment ou du logement, et puis des modulations liées aussi par rapport à l'exposition au bruit. Voilà, si on a des infrastructures de transport à proximité du bâtiment. Voilà, je ne vais pas détailler ce point-là. Je vous donne juste du coup les valeurs de BBiomax moyen en fonction des premières typologies de bâtiments qui seront soumises à la réglementation. Donc, 1er janvier 2022, c'est déjà le cas et prochainement 1er juillet. Voilà, donc on a 63 points en maison individuelle, 65 en logement collectif, 95 points en bureau et 68 en enseignement. Et on a ici une carte qui donne une répartition donc, pour une maison individuelle en fonction de la zone, avec simplement la zone climatique qui change, pour voir un peu ce que ça représente. On a les valeurs PIB, les indicateurs CEP et CEPNR. Voilà, donc données pour les maisons, logement collectif, bureau, enseignement. Je ne vous détaille pas les valeurs, je vous laisse la regarder rapidement. Et pareil, une carte qui donne la modulation liée à la zone géographique en fonction, sur une maison individuelle. Et en énergie, donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il y a les mêmes modulations, etc. Mais comme je vous disais, l'IC Énergie, on a plusieurs valeurs en fonction de la date, puisque je vous disais que la réglementation allait se renforcer à plusieurs échéances. Et donc, on a une première valeur qui est donnée sur la période 2022-2024, donc avec des objectifs de respectivement 160, 560 kg équivalent CO2 par mètre carré pour les individuels et le logement collectif. Et cette valeur va se renforcer. Donc, autant pour les maisons individuelles, dès 2022, on vise une valeur ambitieuse. Pour tout ce qui est logement collectif, on vise une valeur un peu moins ambitieuse pour 2022. En gros, on dit 2022, c'est monter en compétence de la filière sur ce sujet. Voilà, mais on n'est pas très exigeant et c'est statu quo. Par contre, à partir de 2025, on va avoir un renforcement des exigences.
Et si le logement collectif est raccordé à un réseau de chaleur urbain, on s'accorde encore un délai supplémentaire parce qu'on sait qu'un réseau de chaleur urbain va mettre plus de temps à évoluer et à se moderniser qu'une chaufferie dans un bâtiment. Voilà, et on a de la même manière. Donc voilà, donc tout ça, je disais, c'était pour permettre l'évolutivité de la filière. Et donc, ça va évincer assez naturellement les systèmes à gaz dans les maisons individuelles dès 2022 et pour tout ce qui est logement collectif 2025-2028. Pour tout ce qui est bureau, enseignement, on a le même principe, voilà, donc avec des exigences qui sont posées en 2022, 2025 ou 2028 en fonction du raccordement du bâtiment ou pas à un réseau de chaleur urbain. Au niveau des exigences de moyens qui sont données par la RE 2020, parce que là on parlait d'exigences de résultats, c'est-à-dire une performance à atteindre, il y a encore des exigences de moyens qui sont données, donc il y en a un certain nombre, je n'en donne que quelques-unes, les plus importantes. Donc il y a notamment l'obligation de mesure de la perméabilité à l'air de l'enveloppe qui est obligatoire dans les bâtiments. Voilà, donc il y a quelques évolutions dans la mesure. Le climat futur dans la réglementation. Donc pour ça, on a un nouveau scénario météo qui est spécifique pour le calcul du confort d'été et qui intègre une séquence caniculaire. Donc en gros, il y a un mois de canicule au milieu du scénario météo. Qui correspond à la canicule de 2003, pour ceux qui sont. Aussi de solutions passives ou peu consommatrices pour assurer le confort estival, parce que sinon, on va venir pénaliser tout ce qui est consommation d'énergie primaire, etc. Voilà, donc comme je disais, donc nouvel indicateur pour le confort d'été. Donc on a maintenant l'indicateur degré-heure. Voilà, je le détaillerai un peu, comment ça se passe, etc. Donc le calcul des degrés-heure. Donc qu'est-ce que c'est? L'idée, calculer l'écart entre, d'une part, la température opérative du bâtiment, enfin à l'échelle du groupe dans le bâtiment. Donc la température opérative, qu'est-ce que c'est? C'est la température qui est ressentie par l'occupant. En gros, c'est la moyenne entre la température de l'air, c'est-à-dire celle qui est mesurée par un thermomètre classique, et la température des parois. Donc voilà, le moteur de calcul lui il calcule la température opérative qui est réellement ressentie. Et on vient comparer ça à une température de confort. Et alors on vient intégrer dans la réglementation une notion qu'on appelle le confort adaptatif. En gros, c'est le confort en fonction des températures extérieures, il est capable de s'adapter un petit peu. Et donc, par exemple, s'il fait 28 degrés dehors, alors il va tolérer une température de 26 degrés à l'intérieur, mais s'il fait 40 degrés dehors, peut-être qu'il sera en capacité de tolérer 28 degrés dans le bâtiment, sans être en situation d'inconfort. Donc, voilà, on va bien prendre ça en compte. Voilà ce que je peux dire. Donc là, j'ai des exemples pour montrer comment est-ce que c'est calculé. Donc là, on a l'exemple sur un bâtiment. On a en noir la température du bâtiment, voilà, qui évolue au cours de la journée. Et en rouge, on a la température de confort limite. Donc la nuit, la température de confort est systématiquement à 26 degrés. Et en journée, du coup, on a du confort adaptatif. Et là, en fonction des températures extérieures des jours précédents, et elle a été estimée à 27 degrés. Voilà. Ensuite, on vient faire la différence entre la température du bâtiment et la température de confort. Là, et ça nous donne des degrés-heure. Ces degrés-heure, on les regarde uniquement sur la période d'occupation. Si le bâtiment est confortable en occupation, ça a peu d'intérêt. Et donc, ça nous donne les degrés-heure d'un confort du jour. Donc ici, 16,5 degrés-heure sur la journée. Et on vient cumuler ça sur l'ensemble de l'année. Et ça nous donne l'indicateur degrés-heure. Cet indicateur, on vient le comparer à deux seuils. Il y a un seuil qu'on appelle DH max. Celui-là, c'est un seuil qui est réglementaire. Si on dépasse les 350 degrés-heure sur l'année, alors le bâtiment, il n'est pas réglementaire. Voilà, parce que l'inconfort est jugé excessif. Donc ce seuil, il dépend de la typologie du bâtiment, il est modulé aussi en fonction donc, de la zone climatique, en fonction de l'exposition au bruit des façades, etc.
Et on vient de comparer un deuxième seuil qu'on appelle le seuil bas, qui est le même pour tous les bâtiments, c'est 350 degrés heure. Et donc, on estime qu'en dessous de 350 degrés heure, le bâtiment, il est confortable et il sera confortable dans les années qui viennent. Voilà. Par contre, si on est entre les deux seuils, donc supérieur à 350 degrés heure, mais inférieur au seuil de DH max, alors là, on considère que le bâtiment il est à peu près confortable. Il y aura probablement des inconforts à certains moments, mais surtout dans les années qui viennent, l'inconfort risque d'augmenter. Et donc, il est probable que dans les années qui viennent, il y ait une climatisation qui soit mise en place si on n'avait pas dans le bâtiment. Et donc, il va y avoir une pénalité qui va être ajoutée sur les indicateurs CEP et CEPNR que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, une pénalité qui vient prendre en compte justement l'ajout futur d'une éventuelle climatisation. Donc, voilà, cette pénalité, elle est linéaire en fonction du dépassement par rapport au seuil de 350 degrés heure. Voilà, plus on va augmenter et plus on va avoir une pénalité importante, sachant que cette pénalité dépend de la zone climatique, de la typologie de bâtiment, etc. Donc là, on a des exemples pour des maisons individuelles. Les seuils DH max sont donnés ici pour quelques typologies de bâtiments. Donc, on voit par exemple que pour des maisons individuelles, le seuil DH max, il est de 1250 ou 1850 degrés heure en fonction de la catégorie d'exposition au bruit non. On parle de catégorie 1, catégorie 2. Vous avez les définitions ici des deux catégories qui sont données, donc ça dépend de l'exposition au bruit, ça dépend si le bâtiment est climatisé ou pas, de son altitude et de sa zone climatique. Voilà, on a des modulations en logement collectif aussi en fonction des surfaces de logement. Et ici, on a les valeurs qui sont données donc, pour les bâtiments de bureaux, d'enseignement primaire et d'enseignement secondaire. Je ne vais pas vous les détailler à l'oral. Voilà, vous aurez le support. Et enfin, je passe au troisième volet de la réglementation qui porte sur la performance environnementale, qui est donc la grosse nouveauté de la réglementation. Donc, l'objectif de ce volet-là, c'est de s'inscrire dans la stratégie nationale bas carbone, donc en gros de réduire de 35% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Voilà, décarboner d'une manière générale la construction et puis décarboner les énergies. Ça, c'était l'objet de l'indicateur ICE énergie que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, en gros, ça consiste à quoi ce volet carbone? Ça consiste à faire une analyse de cycle de vie du bâtiment. Donc, c'est mesurer son impact environnemental. Alors, on parle d'impact environnemental, mais en fait, nous, on va regarder qu'un seul indicateur, c'est les émissions de gaz à effet de serre. C'est le seul indicateur qui est réglementé, la RE 2020. Voilà, et on va regarder ça sur le cycle de vie. Donc, le cycle de vie du bâtiment, il commence quand? Il commence quand on va extraire des matières premières pour tout ce qui est matériaux de construction. Voilà, il va passer par la fabrication des matériaux de construction, par leur transport jusqu'au chantier, la mise en œuvre sur le chantier, par l'utilisation du logement pendant toute sa durée de vie qui est estimée à 50 ans. C'est une convention qui est prise pour que les bâtiments soient tous comparables. Par la démolition du bâtiment et enfin par le retraitement des déchets, soit sous forme de valorisation énergétique, de recyclage, de réutilisation, de mise en décharge, etc. Donc, qu'est-ce qu'on prend en compte dans cette évaluation? Donc, au niveau temporel, donc on va prendre tout ce qui est fabrication des matériaux de construction, comme je disais. On va prendre en compte tout ce qui est impact lié au chantier de construction, de terrassement, tout ce qui est utilisation du bâtiment, de sa maintenance, tout ce qui est déconstruction, démolition. Par contre, qu'est-ce qu'on ne va pas prendre en compte? Ça va être tout ce qui est démolition préalable à la construction, ça on le sort du champ réglementaire, et tout ce qui est dépollution et remise en état de la parcelle. C'est la partie en haut du tableau. Au niveau physique, quel est le périmètre un peu de la réglementation? Donc, on va prendre en compte tous les éléments qui sont liés au permis de construire, à la fois sur le bâtiment et sur la parcelle. Par contre, alors, là, ce qui est compliqué, c'est qu'on va faire une évaluation du projet. Mais par contre, toute l'évaluation n'est pas forcément soumise à la réglementation. Donc, notamment, on va faire une évaluation sur le cycle de vie pour ce qui concerne le bâtiment et la parcelle, mais par contre, ce qui concerne la parcelle ne sera pas soumis à réglementation, hormis pour les parties parking, enfin stationnement.
mais tout ce qui est aménagement du jardin, etc., en maison, par exemple, ne sera pas pris en compte, mais doit être évalué. Voilà, on va prendre en compte tout ce qui est usage de l'énergie que j'ai cité au niveau énergétique. Voilà, on va évaluer aussi tout ce qui est usage de l'eau, mais ça, encore une fois, c'est pas réglementé. Par contre, ce qu'on ne prend pas en compte, c'est tout ce qui est déplacement des personnes pendant le chantier, déplacement des usagers du bâtiment, tout ce qui est déchets liés à l'activité du bâtiment et tout ce qui est équipement mobilier. On ne prend pas en compte. Ça peut être pris en compte dans des ACV d'autres méthodes qui ne sont pas la méthode réglementaire, mais voilà, dans le cadre réglementaire, ceci n'est pas pris en compte. Voilà, et donc tous ces impacts sont répartis en 5 contributions. Donc on appelle ça des contributions. Donc la contribution composant, donc qui porte sur tous les matériaux de construction et les équipements du bâtiment. On a la contribution énergie, donc qui est liée à la consommation d'énergie du bâtiment pendant sa durée de vie. On a une contribution qui s'appelle contribution eau, donc ça porte sur les consommations et rejets d'eau. Donc cette partie-là, elle n'est pas réglementée. Et on a une contribution chantier, donc ça c'est tout ce qui est impact environnemental lié au chantier, donc tout ce qui est consommation d'énergie, consommation d'eau pendant le chantier, tout ce qui est évacuation et traitement des déchets de terrassement, donc remblai, etc., carburant. Et enfin, on a une contribution parcelle, de la même manière, qui n'est pas réglementée, donc qui porte sur en gros la même chose que les 4 premières contributions, mais uniquement pour la parcelle. Voilà, et donc ces contributions-là sont soumises à des seuils au sein de 2 indicateurs qu'on voit juste maintenant. Donc un indicateur IC construction, donc qui réglemente les contributions composants et chantiers. Et puis un indicateur IC énergie qu'on a vu tout à l'heure qui réglemente la contribution énergie. Voilà, donc ces indicateurs, ils sont soumis, ils sont exprimés en kilogrammes équivalent CO2 par surface de référence, donc surface de référence qui peut être la chable ou la surface utile, et elle est comparée à un certain nombre de seuils qu'on verra après. Donc la façon de le calculer, de la même manière que ici énergie, il s'agit de prendre la quantité de matériaux, la quantité d'énergie, etc., de la multiplier par une donnée environnementale. Donc, en gros, l'impact sur l'environnement de ce matériau-là, et ça nous donne les impacts sur le cycle de vie. Voilà, donc les quantités, elles sont prises en compte sur... elles peuvent être multipliées par un facteur d'adaptation, c'est pour prendre en compte la durée de vie de certains matériaux. On a des matériaux, je prends par exemple des luminaires, la durée de vie va pas être de 50 ans, il va y avoir besoin de les remplacer. Donc ça va être pris en compte, par exemple. Pour tout ce qui concerne les données environnementales, elles sont contenues dans une base de données qu'on appelle INES, sur laquelle il y a ce qu'on appelle des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Et donc, dans ces fiches de déclaration environnementale et sanitaire, il y a l'impact de cycle de vie de ce produit, donc de son extraction jusqu'à l'élimination. Voilà, donc il y a plusieurs types de fiches de données. Donc on appelle FDES tout ce qui porte sur les matériaux de construction. Il y a les profils environnementaux produits, les PEP pour tout ce qui est équipement technique, CVC, courant faible, courant fort, etc. Alors la base de données aujourd'hui, elle est assez complète, mais il manque un certain nombre de produits. Donc pour avoir une couverture des produits qui soit maximale, il y a des données environnementales par défaut qui ont été créées par le ministère. Et qui permettent donc de pallier le manque de FDES, sachant que les FDES, les PEP, sont produites et déposées sur la base INES par les filières, donc par les industriels, etc., ou leurs syndicats. Et enfin, dans la base de données INES, on a des données conventionnelles, donc pour tout ce qui concerne les consommations d'énergie, d'eau, etc. Donc, de la même manière que les indicateurs énergie ou confort d'été, donc on a un indicateur IC Construction Max auquel on vient comparer le IC Construction. Donc, ce seuil, il est composé de la même manière d'une valeur pivot, IC Construction Max moyen, de la même manière en fonction de la surface de compte, surface du logement, emplacement géographique. Et on a aussi des modulations qui sont liées donc, à tout ce qui est infrastructure.
en 2022, la base de données INIES, elle est incomplète, ça oblige un peu les bureaux d'études à utiliser des données par défaut. Et donc, pour ne pas trop pénaliser les projets, il y a une modulation qui, en fonction de la quantité de données par défaut, il va y avoir de la même manière un écrêtage. Et donc, tout ne sera pas pris en compte. Voilà. Donc, au niveau de la valeur pivot, voilà, on a des valeurs qui sont données en fonction de la typologie de bâtiment. Et de la même manière que pour le IC énergie, on a des valeurs qui évoluent en fonction de différentes échéances. Donc, une première valeur pour 2022. Donc ça, ce sont des valeurs qui sont considérées non contraignantes. Le but du jeu, c'est juste que les filières s'approprient la méthode, fassent des analyses de cycle de vie, mais normalement, tout souci, c'est cela. À partir de 2025, on commence à avoir des niveaux d'exigence qui se renforcent, et donc il va falloir réfléchir et faire des efforts voilà, sur la conception des bâtiments, donc avec des valeurs qui vont se renforcer progressivement. Et donc, entre 2022 et 2031, globalement, on attend une diminution de 35% de l'impact environnemental de la construction d'un bâtiment. Voilà. Et voilà, on a des valeurs à peu près équivalentes sur tout ce qui est bureau et enseignement. Voilà, donc ça, c'est sur les coefficients de modulation dont je vous ai déjà parlé. Donc, je passe cette diapo-là. Là, on a une carte sur une méthode individuelle, la valeur IC construction qui a été modulée juste avec la zone géographique. Et en gros, on voit qu'elle joue uniquement sur les zones H2D, H3, donc les zones les plus chaudes de la France. Voilà, ça c'est parce que dans ces zones chaudes, on est obligé d'avoir plus d'inertie dans les bâtiments. Et donc, forcément, le béton a un impact important sur l'impact environnemental du bâtiment. Donc, on a des valeurs un peu plus élevées. Ensuite, on a des indicateurs qui sont informatifs. Je vous les donne juste pas réglementés. Donc, on a un indicateur IC bâtiment, donc qui va prendre en compte à la fois la contribution à tout ce qui est construction, énergie, et puis ça va prendre en compte tout ce qui est lié à l'eau. On a un indicateur qui s'appelle stock carbone, donc, qui exprime la quantité de carbone biogénique, donc en gros toute celle qui est stockée dans la biomasse, donc dans les matériaux biosourcés, et qui va être stockée dans le bâtiment en utilisant ces matériaux-là. On a un indicateur ICDED qui donne l'impact environnemental lié aux données par défaut. Et puis enfin, pour information, il faut savoir que quand on fait une analyse de cycle de vie, on analyse plein d'indicateurs différents. J'ai dit que nous, dans la réglementation, on s'intéressait que aux émissions de gaz à effet de serre. Mais en fait, dans les FDES, il y a plein d'autres indicateurs. Il y en a 27 qui sont donnés. Donc, tout ce qui va être eutrophisation des cours d'eau, acidification des océans, production de déchets dangereux, non dangereux, etc. Donc, 27 indicateurs qui sont néanmoins calculés par le moteur de calcul et dont on peut regarder les résultats si ça nous intéresse. Au niveau du coût des bâtiments, il y a des estimations qui ont été faites. Alors, elles ont été faites avant cette période d'inflation très importante, mais il est estimé que du coup, par rapport à la RT 2012, l'augmentation du coût de la construction sera d'environ 5%. Donc, c'est le surcoût uniquement lié à l'application de la réglementation entre 2022 et 2024. Entre 6 et 9% à partir de 2025 et 8 à 15% en 2031. Voilà. Pour rappel, lors de la mise en œuvre de la RT 2012, ces coûts ils étaient estimés à peu près 6%. Voilà, et là, on a un exemple de calcul de coût pour une maison individuelle en 2022. Voilà, donc avec notamment le coût des études pour notamment tout ce qui est vérification à réception de la ventilation, tout ce qui est analyse de cycle de vie. Voilà, je ne vais pas détailler cette slide-là. Si je conclue, du coup, puisqu'il me reste 30 secondes, la RE 2020, donc, elle se découpe en 3 volets. Donc, un volet énergie, un volet carbone, un volet confort d'été. Et donc, dans bonjour. Dans ces 3 volets, donc, il y a des indicateurs. Donc, un indicateur
PNR et un indicateur CEP, ça c'est pour le volet énergie. On a un indicateur IC Construction pour le carbone et on a un indicateur IC Énergie qui est cheval sur le volet énergie et carbone. On a un indicateur degré-heure pour le confort d'été et on a des indicateurs informatifs dans le volet carbone également. Voilà, donc ça fait quelques indicateurs en plus par rapport à la précédente réglementation. Voilà, et donc pour conclure, je vous donne juste les contacts desquels vous pouvez vous approcher si vous avez des questions supplémentaires ou des besoins d'accompagnement sur des projets particuliers. Voilà, le CRMA est en capacité de faire des assistances à maîtrise d'ouvrage, voilà, notamment sur des projets innovants, donc vous aurez nos contacts. Voilà. Merci Teddy. Je reprends la main sur l'animation. Claire a des petits problèmes de connexion. Donc, bien sûr, vous aurez les supports. Hein, c'est assez dense, la RE 2020. C'est un ensemble d'indicateurs, donc c'est difficile d'expliquer en 40 minutes. Merci pour l'exercice, Teddy. Tu as bien tenu les délais. Et là, on va revenir sur quelques retours d'expérience avec 3 bureaux d'études qui nous ont fait le plaisir de venir intervenir sur les premiers retours d'expérience qui sont quand même relativement peu nombreux encore. Je les remercie et je vais tout de suite passer la parole à Alice Dongui de Aya Environnement. Je vais charger le bon support. Il faut que je le trouve, mais peut-être je vous laisse vous présenter dans un premier temps. Très bien, je n'étais pas sûre que ce soit moi qui partage. Alice Dongui, je m'occupe du bureau d'études Aya Environnement à Lyon, donc un bureau d'études dédié à la conception environnementale et énergétique des bâtiments, qui fait essentiellement de la conception en maîtrise d'œuvre. Je peux partager si jamais… Est-ce que ça marche là? Oui. Enfin, je ne sais pas si ça vient de moi, je pense plutôt. Comment? J'ai partagé. Là, je pense que les gens peuvent voir mon écran. Ah, d'accord. Oui, c'est bon, on voit ton écran, Alice. Super. Et bien, du coup, j'enclenche. Je prends la parole en premier pour vous présenter un premier retour d'expérience au niveau de la ZAC de la Confluence à Lyon. Et donc, je tiens à dire en introduction que c'est un premier retour. On est vraiment au démarrage de tester la RE 2020 sur un certain nombre de projets. Et donc, il faut quand même être assez humble face aux résultats qu'on obtient et se dire que ce n'est pas des vérités générales, même si on essaye d'avoir des premières tendances. Donc, je vais présenter très rapidement le projet parce qu'après, je présente les résultats et j'ai quand même une diversité de bâtiments qui permettent un peu d'appréhender différents profils. Donc, on est sur une opération que je qualifierais d'îlot mixte avec à la fois du logement, ce sont les bâtiments qui sont entourés en orange, et 2 bâtiments d'enseignement tertiaire en vert. C'est la ZAC de la Confluence. Donc, un plan masse qui était déjà figé sur les hauteurs, les orientations et l'autoroute qui se situe ici. La Confluence, elle a pour particularité d'avoir vraiment toujours voulu devancer, on va dire, les réglementations et les labels en vigueur. Elle a son propre cahier des charges environnementales qui est exigeant et qui fait l'effort de profiter des retours d'expérience qu'elle a eu à chaque phase. Donc là, j'ai mis quelques extraits de certaines exigences, que ce soit sur l'accès à l'ensoleillement des logements en période hivernale, les indices d'ouverture, l'étanchéité à l'air, le confort d'été, les niveaux carbone, pour montrer à quel point, disons que le socle est assez solide et impacte forcément à la fois la conception des projets au niveau bioclimatique, énergétique, confort d'été. Donc, cette opération, elle n'est pas forcément généralisable aux autres opérations de logement qu'on va pouvoir rencontrer par ailleurs, mais elle va pouvoir permettre de donner une tendance sur les résultats qu'on a pu obtenir sur des bâtiments dont le cahier des charges est déjà ambitieux dans l'approche. On
a 4 bâtiments qui sont relativement différents, donc c'est assez instructif dans les résultats. On a un premier bâtiment qu'on appelle le C109 qui est une tour, un R+16, donc qui a 60 logements à l'intérieur. On a un système de construction assez classique, plutôt béton, isolation intérieure, et on atteint quand même le niveau 2 du label biosourcé. On a ensuite un bâtiment de logement nommé C103, 40 logements en R+7. Là, on est plutôt classique, je veux dire dans la configuration, R+7 étant plutôt standard. On a néanmoins une structure mixte, bois-béton, avec des façades à ossature bois. On a ensuite un bâtiment C105 qui est relativement petit, il y a 10 logements. Et là, on a un bâtiment pratiquement tout en structure bois, hormis le rez-de-chaussée qui accueille les commerces et qui est en béton. Et enfin, on a un bâtiment nommé le C102 qui est très atypique. Donc, les résultats de ce bâtiment sont relativement éloignés de ce qu'on va trouver sur des projets classiques. Néanmoins, l'ARE20 à sortir de notre zone de confort, à se poser des questions. Et ce bâtiment, le reflet dont l'agence Baumschlager, qui s'appelle le 22. Pas été réalisé. Donc, je précise peut-être, aujourd'hui, quand on dépose un PC, on doit déposer une attestation RE 2020 pour le logement en ayant les résultats du BBio uniquement. Après, les équipes font les études, mais c'est le BBio qui est analysé. Et par rapport à l'ACV, c'est une grande question qu'on s'est posée pendant longtemps. Aujourd'hui, on dépose une attestation, comme quoi on va respecter les seuils, mais on n'est pas obligé de fournir l'étude détaillée. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on dépose des PC sur un niveau APS, APD, et que l'analyse du cycle de vie détaillé se fait pratiquement en fin de voire en DCE, puisqu'on a besoin de l'ensemble des quantités. Néanmoins, pour bien avoir en tête, les équipes de maîtrise d'œuvre aujourd'hui, les seuils sur la partie carbone, on va quand même les appréhender par nos outils simplifiés dès la conception. On ne va pas attendre un pro, hein, je le précise. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats donc, sur la partie performance énergétique et confort d'été. Ça va illustrer, on va dire, les éléments que Teddy vous a présentés de manière un peu plus factuelle. Tout d'abord, le BBio. Alice, il faudra accélérer un peu parce qu'on a 10 minutes par bureau d'études. J'ai pas beaucoup de slides après. Ouais. Ok, merci. Alors, tout d'abord, le BBio, on le voit, c'est un critère que vous connaissiez. Là, on voit des gains qui sont importants. Je le redis, on a ces gains parce que le cahier des charges était très contraignant. Ce qu'on voit apparaître, c'est un froid. Donc, on voit que même sur des bâtiments dont le cahier des charges est contraignant, on a quand même ce besoin de froid fictif parce qu'on dépasse le seuil des 350 heures en degrés H. Même sur le bâtiment C102 qui est très performant sur la conception bioclimatique. Sur le CEP, on voit donc toujours notre bâtiment C102 qui lui est très particulier, mais on voit qu'on va de pas beaucoup de marge à moins 20%. Le CEP, il comprend chaud, froid, ECS, éclairage, ventilation, auxiliaire et déplacement. C'est tous ces postes. Le mobilier, on l'a ajouté après, hein, mais ça s'arrête à déplacement. On voit du coup qu'on peut jouer sur un certain nombre de postes, mais on va comprendre aussi que tout ce qui est des stationnements va influer aujourd'hui sur le calcul. Donc, le nombre de stationnements qu'on va avoir, la taille du parking en sous-sol va influer beaucoup sur le calcul. Et ça veut dire que ces postes-là, il va falloir les compenser d'une autre manière si on veut tenir les seuils. Sur le CEP-NR, là, on a la chance d'avoir un réseau de chaleur assez performant sur Lyon, ce qui permet d'atteindre une marge plutôt confortable à ce stade. Sur ces consommations, du coup, on les transforme du coup, en impact carbone, donc on multiplie les consommations par leur poids carbone. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une large marge par rapport aux critères IC énergie. Aujourd'hui, on est directement sur le critère pratiquement IC énergie. Ça, c'est vraiment lié au fait qu'on ait réduit au maximum les consommations et qu'on ait un réseau de chaleur qui approvisionne
les consommations de chaud et de froid. C'est là qu'on a vraiment de l'aide. Donc, on comprendra très vite que quand on n'a pas de réseau de chaleur, on va avoir beaucoup plus de difficultés et on va être obligé de proposer des solutions différentes. Sur les degrés-heures, voilà les résultats. Donc, comme on le disait Teddy, il y a 2 seuils en logement. 350 heures en dessous, vous êtes confortable, pas de besoin de climatisation fictive. Au-dessus, vous êtes jugé non conforme. Donc là, on voit que malgré toujours cette réflexion sur l'orientation, sur un certain nombre d'éléments, tous les bâtiments dépassent le seuil de 350 heures et auront forcément des besoins de consommation fictive. Alors, on a fait quelques variantes sur un des bâtiments, le C103, celui qui était en long, 40 logements. Je vais les présenter très rapidement. Et là, on voit du coup l'impact des protections solaires. On va de la protection solaire la plus performante à une protection solaire quand même plutôt classique. Et on voit l'impact des résultats sur donc ce fameux confort d'été, à la fois sur les degrés-heures. On vous a aussi indiqué les besoins froids et les consommations. Aujourd'hui, on va devoir jouer sur tous ces critères d'enveloppe pour pouvoir tenir ce confort, mais aussi tenir les seuils de consommation. Ici, vous avez l'impact de l'inertie. Donc là, je reviens en arrière, mais on voit qu'on a des petits sauts entre facteurs solaires. Là, on a des grands sauts en fonction de l'inertie. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va devoir trouver un juste milieu entre vouloir un projet le plus bas carbone possible et donc retirer forcément le maximum de béton, mais trouver quand même un juste milieu avec le confort d'été et cet accès à l'inertie. Donc, on a des solutions, bien sûr, les deux se font, mais ce n'est pas des conceptions classiques, notamment en logement. Là, c'est l'impact du caractère traversant des logements qui est considérable. On est vraiment sur l'idée que ce confort, il est possible, il doit être adaptatif. Donc, dans le logement, on doit avoir plusieurs moyens de traiter ce confort d'été. Et là, vous voyez l'impact des brasseurs d'air. Donc ça, c'est une solution qu'on a beaucoup éprouvée dans plusieurs bâtiments de logement, mais aussi beaucoup d'enseignement et tertiaire. Et c'est une solution qui est aujourd'hui valorisée également dans la RE 2020. Ces brasseurs d'air, dans notre projet que je vous présente, dans les séjours, ils nous aident à tenir ces fameux 40 heures pour ne pas dépasser les 28 degrés. Dans les séjours, les pièces qui souvent sont les plus exposées et ont le plus de charge interne. Voilà, je laisse la main et peut-être, Solène, tu veux que je départage, je te laisse reprendre la main. Oui, je vais partager mon écran. Merci. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Oui. Ok. Donc, Solène Visquat, moi, je travaille de Étamines à Lyon, qui travaille aussi sur la qualité environnementale des bâtiments et des aménagements. Donc, moi, ce que je vais vous présenter là, c'est plutôt une étude paramétrique qu'on a fait sur les projets de logement collectif. L'idée pour nous, c'était de savoir quel levier on pouvait mobiliser en phase amont des projets, donc en phase candidature et en phase concours, pour orienter les projets dans la bonne direction vis-à-vis de la... Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement une petite étude paramétrique qu'on a fait sur les indicateurs carbone. Ce qu'on a regardé, c'est quelles étaient l'influence des données programmatiques sur la difficulté ou non à respecter la réglementation et quelle était aussi l'influence des codes de conception, sur quoi on pouvait travailler en priorité, être conforme. Donc, je vais vous présenter quelques exemples qui sont assez parlants sur la partie données programmatiques. Là, ce que vous voyez à gauche, c'est donc des petits graphiques qui représentent l'impact global de notre bâtiment modèle de logement collectif.
Et là, le premier graphique à gauche, ça correspond à un test sur les fondations du bâtiment. Et là, ce qui est intéressant de regarder, c'est la petite barrette jaune. Donc, en gros, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, mais avec l'introduction dans le calcul du IC Construction d'un facteur MI infra, en fait, on a un impact des fondations qui en fait, si vous voulez concrètement, à partir d'un certain seuil, votre seuil max augmente autant que votre impact projet. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est que si on cherche des leviers d'action pour être conforme à la RE 2020 sur l'indicateur carbone, ce n'est pas sur la partie infrastructure et ce n'est pas non plus sur la partie VRD qu'on viendra travailler en priorité. Alors concrètement, par exemple, si on a un bâtiment de logement sans sous-sol, bien sûr, on sera meilleur que si on a un bâtiment de logement avec sous-sol. Par contre, si on a un niveau de sous-sol ou 2 niveaux de sous-sol, sur l'indicateur IC Construction, on n'aura pas ou peu de différence sur notre conformité à la réglementation. Et donc, pareil, si on vient mettre du béton bas carbone, on ne viendra pas forcément l'impact ne sera pas très important. A contrario, sur la partie toujours données programmatiques, ce qu'on a regardé, c'est l'impact des balcons sur la conformité, pareil, toujours sur l'indicateur IC Construction. Donc ça, clairement, c'est une donnée à prendre en compte, une donnée d'entrée. Mais ce qu'on voit sur cet exemple, c'est que si on n'a pas de balcon dans nos logements ou si pour chaque logement, on a un balcon plus ou moins de difficulté à la réglementation. Et ça, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fonction de nos données d'entrée, on aura des efforts à fournir pour être conforme plus ou moins importants. Et c'est valable aussi, par exemple, sur la morphologie. Si on a des petits logements, on aura plus de difficultés à être conforme que si on a des grands logements, par exemple. Donc, en fonction du programme, on adapte notre stratégie pour être conforme à la réglementation sur ces indicateurs-là. Et sur la partie choix des matériaux, 2 autres petits exemples. Donc là, toujours, les graphiques, ça représente l'impact total de notre projet. Donc, ce qu'on voit sur la partie menuiserie, c'est que finalement, notre impact, si on passe d'une menuiserie PVC à une menuiserie bois, notre impact au global sur le projet sera assez modéré, ce qui se comprend assez bien, hein, parce que la menuiserie, c'est principalement du vitrage. Une fois qu'on a nos caractéristiques, c'est figé. Et changer le montant, finalement, ça aura un impact carbone assez faible. Les règlements de sol, donc là, on a fait le test pour différents matériaux. Ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle du projet, on pourrait avoir un impact assez significatif. Par exemple, si on met du PVC ou du parquet massif, clairement, à l'échelle du projet total, on peut avoir une différence assez significative. Et ce que je vous ai remis aussi, ce qui sera aussi des éléments de choix, surtout dans les mois qui viennent, avec la mise en place de la base de données INIES, et on a de plus en plus de fiches, mais clairement, il y en a encore qui sortent très régulièrement. La différence entre les FDES individuels et collectifs, ça joue aussi dans le choix des matériaux qu'on peut faire. Et ça peut influencer, au-delà des caractéristiques intrinsèques des matériaux, ça pourra influencer notre impact carbone de projet et notre conformité à la réglementation. Donc, une petite synthèse assez rapide, mais en gros, en fonction de notre donnée programmatique, l'idée, c'est de savoir quel sera un peu l'effort à fournir pour être conforme. Donc, c'est ce que je vous ai présenté. Si on a des grands balcons, des petits logements, un bâtiment très peu compact, on sait que l'effort à fournir sera beaucoup plus important et on sait qu'il faudra venir travailler sur des postes divers pour être conforme à la réglementation. Et sur les matériaux, rapidement, je n'ai pas parlé de la structure, mais ça reste un levier très, très important pour être
performance sur l'impact carbone. Sur l'enveloppe, on vient tout ce qui est isolation, puisque c'est des solutions avec des FDES disponibles assez facilement. On viendra plutôt travailler sur les occultations que sur les menuiseries, parce qu'on peut avoir des impacts carbone liés à des matériaux très différents qui sont même assez impactants. Et puis tout le lot finition sur lequel on ne travaille pas forcément dès les phases amont, mais qui peuvent avoir une importance forte dans notre calcul de IC construction. Et on a fait le même travail, un peu d'études paramétriques, pareil sur un projet de logement collectif, et pour savoir quels étaient les leviers d'action sur le bio et sur le degré heure. Donc, je vais passer assez rapidement, mais là, ce que je vous présente, c'est en fonction de la zone climatique, on a donc placé un bâtiment et on a vu les différences en fonction du zonage. Là, ce qui peut être un partie B-Bio, c'est qu'on voit que hors zone H2D et H3, on a le B-Bio chaud qui reste vraiment majoritaire dans le B-Bio total. Et donc, clairement, c'est sur ce B-Bio chaud qu'on viendra travailler pour réduire notre impact total. Et sur le DH, voilà, ce qu'on a regardé, c'est sur des projets, alors à forte inertie, hein, parce que c'est des projets plutôt béton, que clairement, on aura en zone H3 des difficultés à être en dessous du seuil bas. Pour les autres zones, ça nous paraît faisable d'après nos premiers tests. Et clairement, le seuil haut est assez loin. Et là, ce que je vous ai remis, c'est pareil, c'est des petits exemples, des petits tests qu'on a fait sur différents paramètres. Donc, je vais passer un peu vite parce que le temps file vite, mais en gros, tout ce qui est tout ce qui est amélioration de l'enveloppe vis-à-vis des besoins de chaud est très intéressant, ce qui était déjà le cas avant. Donc, ce qui est perméabilité à l'air et isolation de l'enveloppe, ça permet d'être bien meilleur en B-Bio. Sur les protections solaires, là, ce que vous avez, c'est la performance de la protection solaire. Dans le cas où on n'a pas de protection solaire et où là, pour le coup, on serait vraiment mauvais sur le B-Bio. Après, la performance de la protection solaire n'impacte pas forcément, puisqu'on a un B-Bio froid ici qui est assez faible. Par contre, ça impacte sur le degré heure, comme ça a été dit avant. Et dernier petit exemple sur le taux de vitrage. Donc, on s'est rendu compte sur un projet qui était fortement vitré de logement qu'on avait beaucoup plus de difficultés à atteindre le B-Bio, enfin à respecter le B-Bio max. Et donc ça, c'est clairement un paramètre qui joue de manière assez importante, aussi bien sur le B-Bio que sur le DH. Voilà, je laisse la main. Ok. Moi, j'essaie de partager. Sinon, Solène, si vous pouvez faire passer peut-être pour Patrick. Oui, comme tu veux. C'est un peu vite. Pour Yannick, pardon. Yannick, ouais. Bonjour, Yannick Abrier, ingénieur spécialiste carbone et matériaux à IOD Ingénieur, bureau d'études d'environnement avec un pôle construction durable. Donc chez IOD, certains de nos projets de logement soumis au label E+C- format REVA20 afin d'évaluer l'impact de la nouvelle réglementation sur les principes constructifs et en particulier sur l'IC construction. Dans ce premier retour d'expérience, il s'agit d'un bâtiment de 58 logements en structure béton, béton bas carbone, avec 13% de murs sur bois positionnés en fond de loggia, une isolation biosourcée et des revêtements sol plastique. Dans cette configuration de base, le niveau E3C1 a été atteint, mais l'IC construction au seuil 2022 n'est pas atteint, avec un niveau à 754 kg de CO2 par mètre carré, pour un IC construction max à 686. Donc, le premier constat qu'on peut tirer, c'est qu'avec le changement de méthode de calcul à l'REVA20, un bâtiment E3C1 n'est pas forcément REVA20 sur 2022, mais il s'en rapproche fortement.
Pour respecter le seuil 2022 de la REMA 20, on a réalisé plusieurs tests sur ce bâtiment et les options qui ont été retenues sont une diminution de la quantité de béton mis en œuvre en modifiant la toiture terrasse en charpente de bois, en remplaçant également les revêtements de sol PVC par du carrelage et du parquet massif. Dans ces conditions, on a respecté le seuil 2022, mais ça a engendré également un surcoût au niveau du prix de construction. Pour le second REX, il s'agit également d'un bâtiment situé à Lyon. Celui-là, il est beaucoup moins compact, avec une structure béton, principalement, enfin totalement, moyennement bas carbone, avec des menuiseries extérieures en bois, des sols sous plastique, un seul niveau de sous-sol et la présence d'une toiture végétalisée. Le seuil IC construction n'est pas du tout atteint. On est à 828 pour un auditif à 712. Si on regarde, on voit que le lot superstructure, le lot 3, rend quasiment un tiers des émissions carbone du bâtiment. Ce lot 3 est composé principalement de béton et dans une majorité de constructions, le premier levier de diminution carbone des émissions carbone du bâtiment, en fait, c'est la quantité de béton mise en œuvre. Donc, pour respecter le seuil 2022 pour ce bâtiment, on a essayé de changer une large part de la façade en façade lourde en façade légère, donc en mur ossature bois, enfin type mur ossature bois. Mais d'autres remplissages sont possibles, tels que le béton de bois ou béton de chanvre. Ça permet de réduire les dimensions des éléments structurels et donc de la quantité de béton mise en œuvre. Pour le troisième REX, il s'agit, on a repris un bâtiment de référence qui était labellisé E3C1. On a appliqué différentes modifications. On a fait différents tests afin d'évaluer si le seuil 2022, 2025 et 2028 de la REMA 20, selon nos dispositions, pouvait être atteint. Donc, dans le cas de base, c'est un bâtiment type fin RT 2012, en béton bas carbone, isolation par l'intérieur en biosourcé et 10% de mur-ossature bois. Dans ce cas de base, le niveau, le seuil 2022 n'est pas atteint. Pour atteindre le seuil 2022, on a augmenté la part de mur-ossature bois et remplacé la toiture terrasse béton en charpente de bois et remplacé également les revêtements de sol souples par du parquet bois et du carrelage. Dans cette configuration, le seuil 2022 est tout juste atteint. Pour tendre vers le seuil 2025, on a décidé de changer de système constructif. On est passé d'une façade lourde type béton en façade poteau-poutre ossature bois. Poteau-poutre, avec un remplissage mur ossature bois sur l'ensemble des façades, en plus en bois. Mais comme on voit, les modifications ne permettent pas d'atteindre le seuil 2025. Et pour tendre vers le seuil 2028, on a modifié l'ensemble de la structure du bâtiment en passant de ossature poteau-poutre béton à une ossature poteau-poutre bois avec un remplissage en question de paille et des menuiseries extérieures en bois et des sols faiblement carbonés. Et c'est uniquement de cette configuration-là que le seuil 2028 de la RE 2020 a été atteint. Donc, pour respecter ou au moins tendre vers ces différents seuils, cela nécessite nécessairement d'augmenter la quantité de biosourcés mise en œuvre et de changer, si nécessaire, le principe constructif du bâtiment. Pour les seuils 2025 et 2028, ces seuils sont relativement pertinents à l'heure actuelle, qui est engendré, et surtout au vu du contexte économique actuel. En résumé, il est difficile de comparer le seuil, le label E+C- avec la RE 2020, même si un bâtiment E3C1 peut tendre à minima vers le seuil 2022. D'un point de vue du système constructif, pour les logements, le tout béton, il n'est plus possible, même si c'est du béton bas carbone. Il faudrait plutôt s'orienter vers des solutions mixtes type ossature poteau-poutre avec façade légère. Donc béton de bois ou béton de chanvre ou ossature bois. Dans tous les cas, le premier levier de diminution carbone dans la construction de logement, c'est la quantité de béton mise en œuvre en superstructure, donc en plancher, façade ou toiture.
Pour le seuil 2025, il est encore plus exigeant. En l'état des fiches actuellement disponibles, demander un seuil 2025 demande un effort important, tant d'un point de vue de construction en limitant le recours béton, mais aussi d'un point de vue financier. Même avec le changement de structure ossature poteau-poutre, même en changeant la structure du bâtiment en ossature poteau-poutre béton, on n'est pas sûr d'atteindre le seuil 2025. Pour le seuil 2028, il est encore plus compliqué de le respecter à l'heure actuelle, puisqu'il demande vraiment d'avoir un bâtiment complètement en bois et de modifier même l'approvisionnement en énergie. On a également réalisé différents tests sur les bâtiments de bureaux. La tendance est moins forte, mais les résultats sont relativement similaires avec le premier entre guillemets ennemi du seuil 2022, c'est la quantité de béton mise en œuvre. Donc, c'est le premier levier, comme pour les logements de émissions carbone. Avec nos différents tests, on a vu qu'il faudrait plutôt déconseiller le recours trop important des systèmes trop carbonés, comme le mur rideau, les résines ou la façade double pot. Merci Yannick. Claire, est-ce que tu peux quand même présenter la synthèse? Oui. Alors, pardon. Excusez-moi. Voilà, donc merci beaucoup pour ces différents retours d'expérience. En synthèse, on peut retenir de vraiment adopter une démarche négawatt qu'on connaît bien sur l'énergie, mais également sur la matière, en pensant déjà compacité et minimisation des quantités de matière impliquées dans le bâtiment. Seulement ensuite d'utiliser des matériaux à plus faible impact carbone et seulement ensuite d'utiliser des matériaux qui stockent du carbone. On retient également que l'ACV est une méthode qui nécessite l'intégration de l'ensemble des membres de l'équipe de conception et des entreprises en phase réalisation. L'importance également de la montée en compétences et de l'accompagnement de tous les acteurs, au moins dans cette phase transitoire. On rappelle, mais vous le savez sans doute, que la RE n'est qu'un outil pour s'assurer que le bâtiment répond aux exigences nationales. Ce n'est pas un outil ni de conception, ni d'aide à l'exploitation, ni une garantie après la livraison de la performance du bâtiment. L'importance aussi, maintenant que la RE 2020 va devenir une base, de se questionner sur les autres engagements environnementaux fondamentaux pour la maîtrise d'ouvrage à inscrire dans son programme. Et puis aussi vraiment mettre l'accent sur la rénovation, puisque 70% du parc immobilier de 2050 est déjà construit. Donc, vraiment prioriser les efforts sur la rénovation. Également, garder toujours une démarche vraiment transversale. On parle aujourd'hui beaucoup des émissions carbone, bien sûr, qui est un enjeu très fort. Ne pas perdre de vue les autres thématiques qui contribuent à une transition soutenable. Et puis, pour terminer, voilà, rappeler que chacun, à tous les stades, est un acteur qui possède une partie de la solution. Donc, toujours plus voilà, de co-conception entre les équipes pour arriver à des bâtiments durables. Voilà, je n'irai pas plus loin sur la conclusion et on va terminer sur quelques outils d'accompagnement. Oui, Claire, je te laisse continuer le partage. Donc, pour les outils, hein, on a bien vu que c'est en 1h30, c'est un peu dense, hein, bien sûr. Il y a quand même beaucoup d'outils existants pour vous accompagner sur l'appropriation de la RE 2020. Il y a le site internet du ministère où il y a un ensemble d'infos, où il y a aussi une foire aux questions où vous pouvez poser vos questions. Elles sont traitées dans un délai raisonnable. Il y a des publications du CEREMA sur le site du CEREMA. Donc, il y a notamment le guide de la RE 2020, mais il y a aussi un ensemble de fiches synthétiques sur le sujet. Il y a la mallette AICVF RE 2020 où il y a pas mal d'acteurs qui ont contribué
et où il y a notamment un ensemble de modules qui peuvent être téléchargés avec beaucoup de détails, hein. Je vous ai partagé notamment le lien vers les DPGF, mais prochainement, et je vous invite à le regarder, il y aura tout un ensemble de ce qui s'appelle le module E, sensibilité aux paramètres, avec peut-être le bureau d'études de Tribu Énergie qui a fait un ensemble de tests de sensibilité sur des maisons individuelles et sur des petits logements collectifs, qui sont un peu dans le prolongement de ce qu'on a pu vous proposer là, mais peut-être qui seront parfois plus adaptés à certains contextes territoriaux. Donc, ça a été validé il n'y a pas longtemps, ça devrait sortir très prochainement. Donc, je vous invite à être attentif si vous êtes intéressé par les tests de sensibilité sur les différents indicateurs. Tu peux passer à la slide suivante. Il y a les outils d'accompagnement à la formation, hein. Il y a le CEREMA qui propose des formations, Teddy en a parlé. Il y a un MOOC qui est disponible depuis le 17, hein, depuis avant-hier, du CSTB, donc en 5 semaines. En gros, vous devenez assez au courant de la RE 2020 dans le détail, y compris sur le volet attestation ADS. Donc, je vous invite à vous inscrire à ce MOOC, hein, même si on essaiera de proposer d'autres choses en accompagnement aussi. Tu peux passer à la suite, peut-être Claire, et je te passe la parole d'ailleurs. Voilà, et puis tout un programme de formation et d'animation en région Auvergne-Rhône-Alpes. On vous a remis les dates des prochaines formations de VAD sur la RE 2020 ou sur l'analyse du cycle de vie, mais d'autres organismes dispensent des modules de formation, en particulier l'ASDER avec Indigo, des modules, 5 modules de formation, ou la SCOP Les Deux Rives sur des premières approches de la RE et de l'empreinte carbone. Voilà, et donc pour poursuivre les échanges, en tout cas sachez que, comme je le disais en introduction, la communauté RE 2020 de VAD est à votre disposition pour continuer à échanger et puis sur les retours d'expérience et sur les outils à mettre en place.